Mes pieds nus sur la terre gelée, la cicatrice juste au-dessus de mon sourcil gauche lançait. Le sang avait séché, formant une croûte disgracieuse qui tirait sur ma peau. J'aurais dû ressentir le froid mordant, la douleur lancinante qui remontait mes jambes endolories, mais mon esprit était ailleurs, figé sur l'homme agenouillé devant moi, Thomas, il s'appelait. Le même homme qui m'avait acheté comme une vulgaire marchandise, qui avait tenté de se servir. Il avait l'air si petit maintenant, si insignifiant, entravé par ses cordes tressées qui lui sillonnent les poignets. La lumière du matin, pâle et incertaine, filtrait à travers la canopée de la forêt des épines, dessinant des lignes tremblantes sur la neige encore fraîche. Je ne me souvenais plus exactement comment nous en étions arrivés là, dans cette clairière silencieuse. La chronologie m'échappait souvent ces temps-ci, les événements s'entremêlant comme des fils emmêlés. Était-ce hier soir qu'il m'avait trouvé ou la veille? Non, ce devait être hier. L'épuisement, l'adrénaline, tout ça avait brouillé mes sens. Ce que je savais, avec une clarté brutale, c'était le regard de Julien posé sur Thomas. C'était un regard que je connaissais déjà, un mélange de fureur contenue et de certitude. Il se tenait légèrement et en retrait, sa chaleur rassurante à ma gauche, un roc silencieux dans le tumulte de mes pensées. Thomas tenta de parler, son visage enflé par la gifle que je lui avais assénée avec ce chandelier. Une satisfaction froide me traversa en voyant la marque rouge sur sa joue. Elle m'appartient, cette femme. J'ai payé pour elle, c'est légal. Ces paroles, pleines de l'assurance d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait, sonnaient creux ici dans cette forêt. La forêt des épines, le domaine de Julien. Je m'avançais malgré la raideur de mes jambes. Je ne suis pas ta femme, ma voix, à ma grande surprise, ne trembla pas. Elle résonna, claire et ferme. Je n'ai jamais été ta femme. Tu m'as acheté à un ivrogne qui n'avait aucun droit de me vendre. Tu as essayé de prendre ce que je ne t'avais jamais offert. Je t'ai frappé. J'ai couru. Et je ne reviendrai jamais. Mon regard croisait celui de Julien. Ses yeux ambrés brillaient d'une intensité particulière, une flamme que je commençais à reconnaître. Julien, le roi de cette forêt, prit la parole. Sa voix grave, posée, emplissait la clairière. Dans les terres du Nord, commença-t-il, s'adressant à Thomas, mais ses yeux ne quittant pas les miens, une personne ne peut être troquée ni vendue. C'est la plus ancienne de nos lois. Tu n'as aucun droit ici. Tu n'as aucune autorité ici. Et tu as empiété sur nos terres, ce qui entraîne ses propres conséquences. La force de ces mots n'avait pas besoin d'être hurlée pour être ressentie. Pierre et Sophie, ses seconds, se tenaient immobiles comme des statues, leurs visages sculptés dans la pierre, leurs yeux rivés sur les hommes ligotés. Thomas, pour la première fois, avait l'air de comprendre l'ampleur de son erreur. Il réalisa qu'il n'était rien face à ce loup, à ce roi. Les hommes furent emmenés vers la frontière, leurs figures pâles et défaites. Je les regardais s'éloigner, attendant de ressentir un quelconque soulagement, une victoire éclatante. Mais il n'y avait rien, juste un vide lourd, un vertige écrasant. Le poids de chaque heure passée à survivre, à me faire petite, à me cacher, s'abattait sur moi. Chaque nuit passée à écouter les plaintes de mon père ivre, chaque peur, chaque privation. Mes jambes lâchèrent. Julien fut là si vite que je ne le vis même pas bouger. Ses bras s'enroulèrent autour de moi, une main dans mon dos, l'autre soutenant ma tête contre son torse. La chaleur qui émanait de lui était enivrante, un sanctuaire inattendu. Je sentis son cœur battre contre ma joue, fort, régulier, incroyablement réel. « Je te tiens », murmura-t-il dans mes cheveux, sa voix rauque. « Je te tiens », je ne pleurais pas, l'épuisement était trop profond pour les larmes, mais je tremblais d'une manière incontrôlable. Il me serrait fort, sans me dire que j'étais brave, que j'étais forte, ou que tout allait s'arranger. Il me tenait juste, sa main remontant et descendant lentement mon dos, son menton posé sur le sommet de ma tête.
Il me laissait me briser, enfin, dans le seul endroit où je me sentais assez en sécurité pour le faire. Comment était-ce que j'avais atterri là, d'ailleurs? Dans les bras d'un homme qui se disait loup, dans une forêt qu'on disait maudite? Quelques heures avant, ou peut-être une éternité, le temps n'était qu'une brume à l'époque, je courais. C'est ça le point de départ, non? Le village de Beaulieu en feu derrière moi, la silhouette de Thomas, mon fiancé hurlant mon nom dans la fumée âcre. Mes pieds, blessés et saignants, percutaient la terre gelée. Le bas de ma robe était en lambeaux, déchiré quand je m'étais arraché à la poignée de la porte. Le sang de ma coupure au front brouillait ma vision, transformant la lisière de la forêt en une tache noire et grise. Je ne l'ai pas essuyé. Je n'ai pas ralenti. Chaque bouffée d'air que je tirais dans mes poumons avait le goût de cendre, de peine et du tranchant pur de l'air hivernal qui signalait la forêt des épines, toute proche, assez proche. Je pouvais entendre les hommes de Thomas derrière moi. 2, peut-être 3. Leurs pas lourds et maladroits sur le givre. Ils étaient ivres. Ils buvaient depuis le début du feu de joie, depuis que mon père avait pressé ma main dans la paume moite de Thomas, me disant d'être reconnaissante. Reconnaissante. Comme si être troqué contre 3 chèvres et une roue de charrette était un honneur. J'avais souri, j'avais baissé les yeux, comme maman me l'avait appris avant que la fièvre ne l'emporte. J'avais laissé les doigts de Thomas se refermer sur mon poignet comme une menotte. Et puis j'avais attendu. J'avais attendu que la musique soit forte, que l'alcool coule à flot et que Thomas se tourne pour rire à la blague d'un de ces hommes, sa prise se desserrant juste assez. Et j'avais couru. J'ai couru comme une bête sauvage, désespérée, à moitié folle, comme un animal qui aurait mâché sa propre patte pour s'échapper d'un piège. Je courais sans rien, sans chaussures, sans manteau, sans nourriture, sans armes, rien qu'un cœur battant à tout rompre contre mes côtes et cette pensée brûlante. Je préférerais mourir dans la forêt des épines que de vivre un jour de plus comme une propriété. La forêt m'a englouti. L'obscurité était immédiate, absolue. La canopée au-dessus était si dense que le clair de lune ne pouvait pas la percer. Je trébuchais, mes mains tendues en avant, mes doigts s'accrochant à l'écorce et à la mousse gelée. Les bruits de la poursuite s'estompaient derrière moi, remplacés par quelque chose de pire. Le silence. Pas le silence confortable d'une pièce vide. C'était le silence de quelque chose qui observait, qui était conscient. Le genre de silence qui vous serre la peau et fait dresser les poils sur votre nuque. Je continuais à m'enfoncer. Le sol sous mes pieds haussait de terre gelée à quelque chose de plus doux, tapissé d'aiguilles et de pins et de feuilles en décomposition. Le froid était brutal maintenant, s'infiltrant à travers ma mince robe, s'installant dans mes os comme une présence vivante. Mes doigts étaient engourdis, mes lèvres gercées. Chaque expiration s'échappait dans un pâle nuage qui disparaissait avant de se former complètement. Je ne savais pas combien de temps j'avais marché. Le temps perdait son sens dans l'obscurité. 1 heure, 3. Tout ce que je savais, c'est que mes jambes tremblaient, que la coupure au-dessus de mon œil avait cessé de saigner et pulsait maintenant, et que si je ne trouvais pas d'abri bientôt, le froid finirait ce que les hommes de Thomas n'avaient pas réussi à faire. C'est là que je l'ai senti, l'odeur de la fumée de bois. Pas la fumée âcre et étouffe du feu de joie du village, mais quelque chose de plus riche, de contrôlé, le genre de feu allumé par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Je m'arrêtais, je pressais mon dos contre le tronc d'arbre le plus proche et essayais de réfléchir à travers le brouillard de l'épuisement. Le feu signifiait des gens dans la forêt des épines signifiait danger, car personne ne vivait dans la forêt des épines. Tout le monde dans mon village le savait. La forêt était maudite, disait-on, revendiquée par des bêtes, de l'ancienne magie et des créatures qui marchaient sur 2 jambes, mais n'étaient pas humaines. Mais le froid était maintenant dans ma poitrine,
et mon cœur ralentissait d'une manière qui m'effrayait plus que n'importe quelle bête. Je suivis la fumée. La clairière apparut sans prévenir. Un instant, je traversais un mur de ronces couverte de givre, et l'instant d'après, je me tenais au bord d'un espace ouvert, peut-être 30 pas de large, où les arbres semblaient s'être écartés comme sur commande. Un feu brûlait au centre, vif et stable, projetant de longues ombres sur la neige. Et un homme était assis à côté. C'était le plus grand homme que j'ai jamais vu. Pas comme le forgeron du village, épais et rond, se déplaçant comme un bloc taillé. Cet homme était bâti comme une arme, de larges épaules qui s'amincissaient vers une taille étroite, des bras noueux de muscles visibles même à travers le tissu sombre de sa tunique. Ses jambes étaient tendues devant lui, croisées aux chevilles, comme s'il était assis devant la cheminée d'une grande salle, plutôt qu'au milieu d'une forêt maudite au cœur de l'hiver. Ses cheveux étaient noirs, vraiment noirs comme l'espace entre les étoiles, courts sur les côtés et plus longs sur le dessus, tombant sur son front d'une manière qui aurait dû adoucir son visage, mais n'y parvenait pas. Sa mâchoire était assez nette pour couper, ombragée de chaume, et sa bouche était serrée dans une ligne qui pouvait être l'ennui, l'irritation ou quelque chose d'entièrement différent. Il ne leva pas les yeux quand je trébuchais dans la clairière. C'est la première chose qui m'a frappé comme étant étrange. J'avais traversé le sous-bois avec la grâce d'une biche blessée, et cet homme n'avait pas cilié, n'avait pas tendu la main vers la léhime que je voyais fourrée à sa hanche, n'avait pas tressailli ou tourné la tête, ou fait aucune des choses que fait une personne quand un étranger apparaît de l'obscurité. Il m'attendait. Cette réalisation m'a frappé comme de l'eau froide, et j'ai reculé d'un pas, mais mes jambes m'ont trahi. Mon genou a fléchi. Le sol s'est précipité vers moi. Je me suis rattrapé sur mes mains, les paumes raclant la terre gelée, et je me suis entendu pousser un son qui était à mi-chemin entre un halètement et un sanglot. « Tu saignes !» Sa voix basse et rauque comme des pierres traînées sur du gravier. Mais il y avait quelque chose sous la rudesse, quelque chose de presque délicat. J'ai levé la tête. Il me regardait maintenant. Ses yeux étaient de la couleur de l'ambre brûlé, brun doré, lumineux dans la lumière du feu, et ils étaient fixés sur moi avec une intensité qui me retournait l'estomac d'une manière qui n'avait rien à voir avec la peur, ou peut-être tout à voir avec elle. « Je vais bien, dis-je, et ma voix sortit comme un chuchotement craquant qui ne convainquit personne, encore moins moi-même. Quelque chose a vacillé dans ses yeux ambrés. Pas de la pitié. J'aurais détesté la pitié. C'était quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Comme s'il avait déjà vu quelqu'un saigner et mentir à ce sujet. Comme s'il avait été ce quelqu'un. Il ne s'est pas avancé vers moi. Au lieu de cela, il a tendu la main à côté de lui et a sorti une épaisse cape de fourrure d'un sac que je n'avais pas remarqué, et il l'a lancée par-dessus l'espace entre nous. Elle a atterri à mes genoux, lourde et chaude de la chaleur résiduelle du feu. Mets ça avant de mourir de froid. Une pause. Ensuite, tu pourras me dire qui tu fuis. Mes doigts se sont refermés sur la fourrure. C'était incroyablement doux, et la chaleur m'a presque fait pleurer. Je l'ai enroulé autour de mes épaules avec des mains qui tremblaient si fort que je pouvais à peine saisir les bords. « Qu'est-ce qui te fait croire que je fuis quelqu'un ?» demandai-je, parce que même maintenant, même à moitié gelé, saignant et battu, je ne pouvais pas empêcher la défiance de monter à ma gorge. Sa bouche a tressailli, pas tout à fait un sourire. « Tu es pieds nus dans une forêt maudite au milieu de l'hiver. Tu saignes d'une blessure que quelqu'un d'autre t'a faite et tu as tressailli quand j'ai parlé. » Son regard me tenait, stable, inébranlable. « Tu fuis. » Je n'ai rien dit. Il s'est penché et a ajouté une autre bûche au feu. Des étincelles montaient dans le ciel sombre comme des étoiles en fuite. « Je m'appelle Julien, dit-il, et tu es en sécurité ici. Quoi que tu fuis, ça ne te suivra pas dans cette forêt. Rien ne le fait. » Pourquoi pas? Ce presque sourire de nouveau.
parce que cette forêt est la mienne. Mon pouls s'est emballé. Je l'ai regardé de nouveau, vraiment regardé. Et cette fois, j'ai remarqué des choses de ce que j'avais été trop froide et trop désespéré pour voir auparavant. La façon dont la lumière du feu semblait se déplacer différemment autour de lui, comme si les flammes le reconnaissaient. La façon dont les ombres au bord de la clairière semblaient se pencher vers lui plutôt que de s'éloigner. Le cordon de cuir autour de son cou qui tenait un unique pendentif, une griffe taillée dans de la pierre noire reposant contre le creux de sa gorge. Et ses yeux, ce n'étaient pas des yeux humains. Pas entièrement. L'or en eux était trop vif, trop profond, et quand la lumière du feu les attrapait au bon angle, ils réfléchissaient comme ceux d'un prédateur. « Tu es un loup », ai-je murmuré. Julien maintint mon regard. Il ne le nia pas. Il ne l'expliqua pas. Il m'observa simplement avec ses yeux impossibles et attendit de voir ce que je ferais de la vérité. J'aurais dû être terrifié. Toutes les histoires qu'on m'avait racontées sur le roi loup disaient que je devais l'être. Ils étaient sauvages, territoriaux, possessifs au-delà de toute raison. Ils prenaient ce qu'ils voulaient et détruisaient ce qu'ils ne pouvaient pas réclamer. Mon village en avait murmuré comme les enfants chuchonnent sur les monstres dans l'obscurité. Mais je venais de fuir un homme humain qui m'avait acheté comme du bétail, et j'avais du mal à ressentir de la peur pour quelqu'un qui m'avait donné une cape de fourrure et un feu chaud sans rien demander en retour. « Vas-tu me faire du mal ?» demandai-je. Quelque chose traversa son expression, rapide et féroce, et à peine contrôlée, comme l'éclair derrière les nuages. « Non, dit-il, et le mot sortit plus rugueux qu'avant, comme si la question elle-même l'avait blessé. « Je ne vais pas te faire de mal. » Je le crus. Je ne savais pas pourquoi. Je ne le connaissais pas. Mais quelque chose dans ma poitrine, quelque chose de plus profond que la logique ou l'instinct de survie, reconnut la vérité dans sa voix, la façon dont une boussole reconnaît le nord. Je serrais la fourrure plus fort autour de moi et m'approchais du feu. Nous restâmes longtemps en silence. Julien ne me poussa pas à parler. Il entretint le feu. Il sortit de la viande séchée et du pain de son sac et les posa sur une pierre plate près de moi sans commentaire. Je mangeais avec la faim désespérée et maladroite de quelqu'un qui n'avait pas mangé un vrai repas depuis 2 jours. Et il regarda la lisière de la forêt plutôt que moi, me laissant la dignité de ne pas être observé dans mon désespoir. C'est cette petite gentillesse qui a ouvert quelque chose en moi. Mon père m'a vendu, dis-je. Les mots me sont tombés comme des pierres. À un homme nommé Thomas, un marchand, il a payé 3 chèvres et une roue de charrette. Je ris, et c'était le pire son que j'ai jamais produit. 3 chèvres, c'est ce que je valais. La mâchoire de Julien se contracta. Je pouvais voir le muscle travailler sous la barbe naissante. La façon dont ses mains, qui avaient été détendues à ses côtés, se transformèrent lentement en poings. Mais sa voix fut stable quand il parla. « Ton père s'est trompé sur ta valeur. Mon père était un lâche qui buvait plus qu'il ne travaillait et a décidé que sa seule fille était plus facile à échanger qu'à nourrir. » Je ramenai mes genoux contre ma poitrine. Thomas était pire. Il ne voulait pas d'une femme. Il voulait quelque chose à posséder, quelque chose à garder dans une maison et à utiliser quand il en avait envie, et à enfermer dans une pièce quand il n'en avait pas. « Il t'a touché ?» La question était calme, trop calme, le genre de calme qu'une lame est avant de tomber. Il a essayé ce soir, c'est pour ça que j'ai découru. Je touchais la coupure au-dessus de mon œil. Il m'a attrapé. Je l'ai frappé avec un chandelier, et puis j'ai couru. Le silence qui suivit fut épais à en étouffer. Quand je regardais Julien, l'or dans ses yeux était plus brillant qu'avant, brûlant d'une chose qui rendait le feu froid par comparaison. Tout son corps était immobile d'une manière qui n'était pas calme. C'était l'immobilité d'un prédateur sur le point de bouger. « Thomas », répéta-t-il, et le nom sonnait différemment dans sa bouche, plus petit, comme quelque chose qu'il pouvait écraser entre ses dents. « Un marchand de quel village ?»« Julien. » Il cligna des yeux.
L'intensité diminua, non éteinte, mais contrôlée, ramenée derrière quelque chose qui semblait lui coûter un effort considérable. Il me regarda. Je ne ferai rien que tu ne veuilles pas que je fasse. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre se batte à ma place. Alors je ne le ferai pas. Il maintint mon regard. Mais s'il te suit ici, la forêt s'occupera de ce que tu ne veux pas que je fasse. Je l'observais dans la lumière du feu. Cet homme, ce roi loup, avec ses yeux impossibles et sa fureur contenue, et sa douceur prudente, délibérée. « Pourquoi es-tu là, tout seul, au milieu de la nuit ?» demandai-je. Quelque chose changea dans son expression. La dureté s'adoucit légèrement en quelque chose qui avait l'air presque vulnérable. Parce que parfois, même les rois ont besoin d'être loin de leur cour. Ce n'est pas une réponse. Non, concéda-t-il, ce n'en est pas une. Il fut silencieux un instant, puis « J'ai perdu quelqu'un il y a 3 ans. Ma sœur. Elle a été enlevée par des pilleurs de la frontière sud. Au moment où je l'ai trouvée, il s'arrêta, dégluti. La lumière du feu capta le mouvement de sa gorge. J'étais trop tard. Ma poitrine me fit mal. Je connaissais ce genre de chagrin, celui qui ne s'estompe pas, qui s'enfonce simplement plus profondément jusqu'à faire partie de l'architecture de qui vous êtes. Je viens à la lisière de la forêt parce que c'est là que je l'ai vue en sécurité pour la dernière fois, dit-il. Elle aimait la forêt des épines. Elle disait que les arbres lui parlaient. Une pause. Je viens ici pour me souvenir du son de son rire. Sans réfléchir, je tendis la main et posai la mienne sur la sienne. Sa peau était incroyablement chaude, comme si le feu vivait en lui plutôt qu'à côté de lui. Et au contact, quelque chose me traversa. Non douloureux, non électrique, quelque chose de plus profond. Un bourdonnement, bas et résonnant, comme la corde d'un instrument. Julien se figea. Ses yeux tombèrent sur nos mains jointes, et je vis ses pupilles se dilater, l'ambre avalé par le noir pendant un instant avant de revenir. Quand il leva les yeux vers moi, son expression était nue d'une manière qui me coupa le souffle. « Tu ressens ça ?» dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui. » Je ne retirai pas ma main. « Qu'est-ce que c'est ?» Quelque chose que je dois t'expliquer, mais pas ce soir. Ses doigts se sont retournés sous les miens, ne saisissant pas, juste une invitation ouverte. Ce soir, tu dois dormir. Tu es en sécurité. Je vais entretenir le feu. Je ne te connais même pas. Non, dit-il, mais tu me connaîtras. La certitude dans sa voix aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, elle s'installa dans ma poitrine comme une chaleur, comme la première grande inspiration après avoir failli me noyer, et je me retrouvais recroquevillé près du feu avec sa cape autour de mes épaules et le son de sa respiration régulière comme seule encre dans l'obscurité. J'ai dormi pour la première fois depuis des mois. J'ai dormi sans rêver. Le matin vint, gris et froid. Je me suis réveillé au son de voix. Je me suis redressé, le cœur battant, la fourrure glissant de mon épaule, et j'ai trouvé Julien debout au bord de la clairière avec 2 autres hommes. Ils étaient grands, robustes, se tenant avec la même grâce prédatrice que Julien. Des loups. Je pouvais le voir dans leur façon de bouger, dans la façon dont leurs yeux me suivaient avec une intelligence rapide et évaluatrice. Julien se tourna quand il m'entendit bouger. Quelque chose dans son expression changea quand il me regarda. Quelque chose de chaud et de sans défense qu'il a rapidement dissimulé sous un masque de neutralité. Marie, ce sont mes seconds, Pierre et Sophie. Le plus grand des deux, à la peau sombre et aux cheveux coupés courts, inclina la tête. Madame. L'autre, roux et aux traits acérés, me jeta un regard ouvertement curieux. Ils ont des nouvelles, dit Julien. Sa voix avait changé, plus dure. Le roi, pas l'homme près du feu. Un groupe d'hommes d'un village du sud est entré dans la forêt il y a 1 heure. 3 d'entre eux armés. Mon estomac se serra. Thomas. La mâchoire de Julien se contracta. Ils ont été avertis. Les bornes sont claires. Quiconque entrait sur un territoire revendiqué sans permission perd sa sécurité.
Il me regarda, et sous l'acier de son expression, je pouvais voir la question. « Que veux-tu que je fasse? » Je me levai. Mes jambes étaient raides et mes pieds à vif. Mais je me tins debout. Je veux lui faire face. Quelque chose comme de la fierté a traversé les yeux ambrés de Julien. Il hocha la tête une fois, puis se tourna vers Pierre. Amène-les à la clairière sans leur faire de mal. Pour l'instant. Pause, moment de réflexion personnelle. Là, je dois m'arrêter un instant. C'était tellement absurde quand j'y pense. Moi, Marie, la fille d'un père alcoolique, fuyant un sale type qui m'avait acheté pour 3 chèvres. 3 chèvres, vous imaginez? Et me voilà au milieu d'une forêt que tout le monde disait maudite, face à un homme qui se prétendait un loup, un roi, le souverain des lieux. Dans mon village, on aurait dit que j'avais la berlue, que j'avais pris froid à la tête et que je voyais des chimères. Comment une chose pareille pouvait-elle être réelle? C'était trop gros, trop romanesque. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que j'avais à perdre? Tout ce que je connaissais était en flammes. La normalité n'avait rien eu de bon pour moi. Peut-être que le fait qu'il soit un loup, que cette forêt soit sienne, était le seul chemin vers une forme de liberté que je n'aurais jamais pu imaginer. Ou peut-être que je me leurrais encore. Le cerveau humain est étrange quand on est désespéré. Il se raccroche à n'importe quoi. Une bête à qui j'avais échappé, une autre que j'acceptais de suivre. Le contraste était saisissant, mais la peur, cette peur viscérale de l'humain, celle que je portais depuis si longtemps, était encore bien présente. La peur d'être possédé. La peur d'être juste une chose. Cela m'a poussé à agir d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Ce n'était pas juste un choix, c'était une impulsion de survie, teintée d'un espoir fou. Aucune idée si c'était le bon. Fin du commentaire personnel. Les jours qui ont suivi mon installation au Grand Gîte de Pierre se sont déroulés lentement, chacun me permettant de respirer un peu plus profondément. Julien ne m'a jamais demandé de rester. Il m'a offert une chambre dans son gîte, une demeure de pierre et de bois nichée au cœur de la forêt, où sa meute vivait, travaillait, se disputait et riait. Il m'a donné des vêtements, des bottes, de la nourriture et de l'espace. Beaucoup d'espace. Il m'a présenté à Amélie, la guérisseuse de la meute, une femme aux yeux vifs et aux mains douces qui a nettoyé la coupure au-dessus de mon œil, bandé mes pieds blessés, et m'a dit que j'étais la bienvenue aussi longtemps que je le souhaitais, avec une chaleur dans la voix qui me serrait la gorge. Julien était incroyablement prudent avec moi, délibérément, visiblement prudent, d'une manière qui me disait qu'il comprenait ce que c'était que d'être autour de quelqu'un qui avait été blessé. Il ne me touchait jamais sans prévenir, ne se tenait jamais entre moi et une porte. Quand nous parlions, ce qui se produisait tous les soirs près du feu dans le grand hall du gîte, il s'asseyait en face de moi plutôt qu'à côté, me laissant la distance nécessaire pour choisir quand et comment la réduire. Et je l'ai fait lentement, par petites touches au début. M'asseyant une place plus près, lui tendant une tasse de thé et laissant mes doigts effleurer les siens, m'endormant dans le fauteuil près du feu et me réveillant pour trouver sa cape à nouveau drapée sur moi. Ensuite, de manière plus significative, marchant avec lui à travers la forêt des épines au crépuscule, apprenant les sentiers que sa sœur avait aimés, l'écoutant parler du poids de diriger une meute fragmentée par les raids du Sud, l'observant avec son peuple, la façon dont il les écoutait, la façon dont il se souvenait de chaque nom et de chaque préoccupation, la façon dont l'acuité de son regard se dissolvait en quelque chose de doux quand un enfant de la meute lui tirait la main. Je tombais amoureuse. Je le savais. Je pouvais le sentir à la façon dont mon pouls s'accélérait chaque fois qu'il entrait dans une pièce, à la façon dont je me surprenais à regarder ses mains, à la façon dont cette sensation de bourdonnement qui avait commencé la nuit où je l'avais touché pour la première fois devenait plus forte, plus chaude, plus insistante. Un jour, parfois, quand les autres étaient occupés et que j'étais seul dans ma chambre, je repensais à ma mère. Elle me disait toujours, avec un sourire fatigué,
Ne te fie jamais à ce qui semble trop beau, Marie. Elle parlait des promesses des marchands ambulants, mais j'avais le sentiment que ces mots s'appliquaient à beaucoup de choses dans ma vie, même ici. Le confort, la sécurité relative, cette acceptation douce que je n'avais jamais connue. Est-ce que ce n'était pas, d'une certaine manière, trop beau pour être vrai? Après tout, j'étais ici par une série d'événements tragiques, et l'idée même d'une protection aussi absolue me semblait suspecte. J'étais méfiante, c'est dans ma nature. Et parfois, même la gentillesse la plus sincère me faisait froncer les sourcils. Ce n'est pas qu'il me mentait, je ne le croyais pas. C'était plutôt que je me méfiais de ma propre capacité à croire à quelque chose de bon. C'est Amélie qui m'en a parlé un matin, autour d'une tasse de thé, avec la précision désinvolte de quelqu'un qui attendait d'être questionné. Elle m'observait avec un petit sourire qui en disait long. « Tu ressens le lien ?» me demanda Amélie, sans que ce soit vraiment une question. Ma tasse s'arrêta à mi-chemin de mes lèvres, le bourdonnement. « Oui, dis-je, dois-je sentant mes joues rougir, Amélie hocha la tête. Ça arrive parfois. Une reconnaissance entre deux personnes qui va plus profond que le choix. Ça ne contraint pas. Ça ne contrôle pas. Ça c'est juste. Et Julien le ressent aussi. Elle sourit. Cet homme se comporte comme quelqu'un qui retient sa respiration depuis la nuit où il t'a trouvé. Alors oui, il le ressent. Évidemment, elle avait vu Julien de son point de vue. Elle l'avait observé dans son rôle de roi. Mais à aussi d'hommes, pour Amélie, Julien était un livre ouvert, surtout quand il s'agissait de moi. Elle avait remarqué son changement, la façon dont il était passé d'un chef sombre et solitaire à quelqu'un qui semblait marcher sur des œufs, essayant de ne pas briser la fragile paix qu'il avait trouvée. Elle savait que ses silences, sa prudence, étaient une forme d'amour, de respect. Elle avait compris avant même que je l'aie compris que ce lien n'était pas une cage, mais une reconnaissance profonde, un miroir de l'âme. Pour elle, Julien avait cessé de vivre dans l'ombre du chagrin de sa sœur le jour où je suis apparu. Il avait trouvé un nouveau point d'ancrage, quelque chose de plus fort, quelque chose qui lui permettait enfin de lâcher la douleur. Ce soir-là, je ne me suis pas assise en face de lui, près du feu. Je me suis assise à côté de lui, assez près pour que nos épaules se touchent, assez près pour que je puisse sentir sa chaleur et entendre le léger souffle coupé dans sa respiration quand je me suis appuyé contre lui. Amélie m'a parlé du lien, dis-je. Julien resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque. J'allais te le dire. Je voulais que tu aies le temps de choisir sans te sentir obligé par quelque chose que tu n'avais pas demandé. Je levai les yeux vers lui. La lumière du feu transformait ses yeux ambrés en or en fusion, et je pouvais voir tout ce qu'il essayait de retenir. Le désir, la peur, l'espoir désespéré et prudent d'un homme qui avait déjà perdu quelqu'un qui l'aimait et ne pouvait pas supporter de perdre de nouveau. « Tu as été si prudent avec moi, murmurai-je. Tu méritais la prudence. »« Je sais, dis-je. » Je levai la main et touchai à sa mâchoire. Ses yeux se fermèrent un instant et un tremblement le parcourut. Cet homme massif, puissant, qui pourrait briser le monde en deux, tremblait sous mes doigts. « Mais je n'ai pas besoin que tu sois prudent maintenant. » Il ouvrit les yeux. « Marie. » La façon dont il prononça mon nom, comme si c'était sacré, comme si c'était le seul mot dont il avait jamais eu besoin. Je l'embrassai. Je me levai sur mes genoux et pressai ma bouche contre la sienne, et le lien entre nous s'enflamma comme un feu qui attendait de l'air. Sa main vint encadrer mon visage. Douce, incroyablement douce pour quelqu'un avec autant de force. Et il me rendit mon baiser avec une tendresse qui m'ouvrit d'une manière dont je n'avais pas su que j'étais encore fermé. Quand nous nous sommes séparés, son front reposait contre le mien. Sa respiration était saccadée, et je pouvais sentir son cœur battre fort à chaque point de contact de nos corps. « Je ne vais pas quitter la forêt des épines, dis-je. Je sais. » Son pouce traça ma pommette. « Je t'aurais laissé si tu l'avais voulu,
mais je t'aurais suivi au bout du monde pour m'assurer que tu étais en sécurité. Je ris. C'était un rire humide, tremblant et réel, et ses bras se resserrèrent autour de moi, me tirant sur ses genoux, ma tête calée sous son menton, son visage enfoui dans mes cheveux. Reste, dit-il, et sa voix se brisa sur le mot. Ce roi, ce loup, cet homme qui s'était assis près d'un feu dans une forêt maudite, parce que le rire de sa sœur lui manquait. Reste avec moi. Je suis déjà là, murmurai-je. Je suis déjà tienne. Le mariage lui-même? Honnêtement, je ne sais plus trop comment ça s'est passé. Je me souviens de visages souriants, de chants joyeux et d'un sentiment général de légèreté, mais les détails sont flous. C'est l'émotion qui reste, pas la cérémonie en soi. Ce qui est venu après, la vie, ça, c'était la vraie histoire. 2 mois plus tard, la forêt des épines était en pleine floraison. La frontière sud avait été renforcée. L'alliance de la Meute avec 2 territoires voisins était officialisée, et le grand gîte de pierre avait été agrandi pour accueillir le nombre croissant de familles choisissant de s'installer sous la protection de Julien. Je me tenais sur les marches du gîte, aux premières lueurs du matin, une tasse de thé réchauffant mes mains. J'observais un groupe d'enfants se courir après à travers les fleurs sauvages qui avaient éclos dans la clairière. Amélie m'avait dit que ces fleurs étaient la réponse de la forêt aux liens, que la forêt des épines reconnaissait le bonheur de son roi et le célébrait à sa manière. Je trouvais ça à la fois la chose la plus ridicule et la plus belle que j'ai jamais entendue. Des bras se glissèrent autour de ma taille et par derrière. Des lèvres chaudes pressées contre la courbe de mon cou. « Tu es debout tôt », murmura Julien contre ma peau. « Tu n'as pas pu dormir. » Je m'appuyais contre lui. Trop de fleurs à regarder. Il rit, un rire grave et chaud, et le son me serrait toujours la poitrine de la meilleure façon possible. Je me retournai dans ses bras et levai les yeux vers lui. Ses yeux ambrés étaient doux. Les arêtes dures qu'il avait définies quand je l'avais rencontré pour la première fois, adoucies par 2 mois de ce qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis des années. Je touchai le pendentif et une pierre noire à son cou. Il m'en avait parlé maintenant, de la façon dont sa sœur l'avait sculpté pour lui l'hiver avant d'être enlevé, de la façon dont il l'avait porté tous les jours depuis, un talisman et une blessure à la fois. « Elle t'aurait aimé, dit-il doucement. Tu crois? Je sais, il sourit. Tu es têtue et courageuse. Tu as frappé un homme avec un chandelier et tu as couru pieds nus dans une forêt maudite. Elle t'aurait trouvé magnifique. Je souris. La cicatrice au-dessus de mon œil s'était estompée en une fine ligne pâle. Mes pieds avaient guéri. Les cauchemars venaient moins souvent maintenant. Et quand ils venaient, Julien était là, chaud et solide, à mes côtés, sa voix me ramenant de l'obscurité. Je me mis sur la pointe des pieds et l'embrassai, doucement, lentement, sans hâte. La façon dont je l'embrassais, quand je voulais qu'il ressente chaque chose pour laquelle je n'avais pas encore de mots. « Je t'aime », dis-je contre sa bouche. « Toi, homme impossible, patient, terrifiant, je t'aime. » Ses bras se resserrèrent autour de moi. Il pressa son front contre le mien, et quand il parla, sa voix était pleine de cette émotion qu'il avait passé toute sa vie à enfermer derrière des murs. « Tu es entré dans ma forêt, » dit-il, à moitié gelée et ensanglantée et furieuse. Et j'ai su, au moment où je t'ai vu, j'ai su. Su quoi? Il recula juste assez pour me regarder. La lumière du matin captait ses yeux, les transformant en or liquide, et l'expression de son visage était la chose la plus ouverte, la plus vulnérable, la plus absolument sans défense que j'ai jamais vue. Que j'attendais là, à la lisière de cette forêt, pour toi. Je ne savais juste pas que c'était toi que j'attendais. Mes yeux piquaient. Je pressais mon visage contre son torse et sentis son cœur battre contre ma joue. Et au-delà de nous, les enfants riaient et les fleurs sauvages se balançaient dans une brise qui sentait le pain, le bois et la maison. Et aujourd'hui, je ne sais pas.
Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Une autre fois, je me demande si je n'ai pas juste troqué une forme de captivité pour une autre, plus douce, mais une captivité tout de même. Est-ce que ce sentiment d'appartenance, de lien, n'est pas une nouvelle chaîne, même si elle brille? La vie ici n'est pas parfaite. Les raids existent toujours. Les responsabilités de Julien sont lourdes. Et mes propres fantômes ne disparaissent jamais vraiment. Mais il est là, et je suis là, et c'est compliqué, vraiment compliqué, mais c'est notre compliqué. N'est-ce que pour ce qu'on dit de